de l'actualité dans cette édition programme Emploi Jeunes pour l'éducation nationale. Les portes de la fonction publique s'ouvrent bientôt pour l'intégration des bénéficiaires. Les acteurs chargés de produire les documents relatifs à l'organisation du concours direct de recrutement sur mesure nouvelle sont installés ce matin. On voit cela dans quelques instants. Le tourisme au Burkina Faso, toujours tributaire d'un contexte sécuritaire très peu favorable. L'on enregistre une baisse de fréquentation des sites touristiques dans le sud-ouest. On fait le constat pour vous dans ce journal. Une mobilisation géante à Hong Kong ce dimanche. L'on parle de plus d'1,5 million de personnes autour du parc Victoria. Aucune violence n'est à déplorer lors de cette manifestation interdite par les autorités chinoises. Bonjour, merci de suivre les actualités de la mi-journée sur la télévision du Burkina. Très bon appétit à vous qui êtes à table. Cela dit, le concours direct de recrutement sur mesure nouvelle des bénéficiaires du programme Emploi Jeunes pour l'éducation nationale, c'est pour bientôt. 3 ans après la mise en place du PGN, c'est à présent la phase d'intégration dans la fonction publique à travers concours. Réunis ce matin à Ouagadougou, les ministères partenaires dans la mise en œuvre du programme doivent régler les derniers détails de l'organisation du dit concours. Reportage Idrissa Warga, Caroline Ouari. Ils ont 10 jours pour régler les détails de l'organisation du concours. Autour de la table, ils viennent des 3 départements ministériels parties prenantes dans la mise en œuvre du programme emploi pour l'éducation nationale, à savoir le ministère en charge de la fonction publique, le ministère de l'économie et des finances et le ministère en charge de l'éducation nationale, département en chef de pilotage du programme. Les représentants des 3 départements ont pour mission à cette rencontre de produire les documents relatifs à l'organisation du concours. Et donc pendant 10 jours, ils vont préparer donc les communiqués du concours, l'évaluation donc de la masse salariale des bénéficiaires et un projet de rapport en conseil que nous allons introduire afin d'organiser le concours. Donc l'année prochaine encore, nous allons organiser le même concours de recrutement pour la 2e promotion, mais aussi pour ceux de la 1re promotion qui ne seraient pas admis à ce concours. On ne souhaite pas qu'il n'y ait des personnes qui échouent, mais s'il y en a qui ont échoué, ils ont la possibilité encore de le faire. Il faut avoir maximum 40 ans et c'est toujours possible. Et la 3e année, on va organiser aussi pour la 3e promotion. Le gouvernement se donne la fin du mois de septembre prochain au plus tard pour passer à l'organisation pratique du concours. Plus de 1000 potentiels candidats sont attendus pour y prendre part. Pour ceux des jeunes de Dori qui veulent tenter l'aventure de l'entrepreneuriat, la mairie de la ville leur donne la clé pour réussir dans leur projet. Une formation sur l'esprit entrepreneurial leur permet d'avoir des rudiments pour se lancer. Ils ressortent également de là avec des connaissances en technique de rédaction de curriculum vitae et de lettres de motivation. Ibrahim Kagone, Mariama Tamboura pour les précisions. Madina Maïga reçoit ici son attestation de formation en entrepreneuriat des maires du maire de la commune de Dori. Comme elle, ils sont plus de 136 jeunes à bénéficier de cette formation. Après cette formation, je peux déjà établir un projet que j'ai déjà commencé même. J'ai juste constaté qu'à Dori, il n'y a pas d'entreprise fixe de production de farine de céréales. La production se fait, elle est tradie moderne. C'est les femmes qui pilent le mil à la maison, enlever le sang pour en faire amener au moulin pour la mouture. J'ai trouvé que cela prend du temps aux femmes, elles passent la majorité du temps de la journée à le faire. En plus de développer la culture entrepreneuriale chez les jeunes, le conseil municipal entend répondre à tout besoin de formation additionnelle afin de les rendre plus aptes à aborder le marché du travail. Les idées qui ont été émises coïncident curieusement avec des projets sur lesquels la mairie travaille déjà, avec d'autres associations féminines. Quand on parle par exemple de la transformation de la tomate, et la transformation aussi pour la fabrication de la farine, ce sont des projets qui sont déjà en cours au niveau de la mairie, nous leur avons dit ça, et nous allons déjà voir comment associer ces jeunes-là à ces structures qui nous ont soumis ces propositions. Ça va leur permettre d'apprendre, de grandir sous les ailes des associations un peu plus formées, plus adaptées. Le directeur régional de la jeunesse au Sahel s'est réjoui que la mairie soit en phase avec les aspirations de sa direction. Du reste, il a marqué sa disponibilité pour orienter ces jeunes vers les structures de financement sur place dans la région.
Parlons à présent du tourisme burkinabé qui tente de résister tant bien que mal à la crise sécuritaire qui met à mal le secteur. Les touristes se font rares sur les sites à travers le pays. Dans le sud-ouest, les sites touristiques et culturels majeurs enregistrent une faible fréquentation depuis quelques années. La principale raison qui explique la situation demeure bien sûr l'insécurité. On fait le constat sur le site des ruines de l'Européenie et du musée des civilisations des peuples du sud-ouest pour vous avec Alassane Bani et Tansa Bienvenue. Les ruines de l'Européenie. Ce site touristique est le premier au Burkina classé patrimoine mondial de l'UNESCO et ce depuis le 26 juin 2009. Une civilisation appelée Koulango aurait habité ces lieux. Les ruines de l'Européenie, c'est une enceinte précoloniale. Voilà, c'est des vestiges, c'est des vestiges d'une civilisation. C'est un type d'architecture vraiment qui est un peu qui sort de l'ordinaire, quoi. Depuis quelques années, ce site attire de moins en moins de visiteurs, ou du moins ceux qui le fréquentent encore ne sont que des nationaux. Nous avons en moyenne 300 visiteurs par mois, voilà, toutes catégories confondues, que ce soit des élèves, des étudiants, des nationaux et des internationaux, voilà. Donc on a en moyenne 300 visiteurs. Mais il faut reconnaître que les chiffres ont baissé par rapport aux années précédentes. Je prends par exemple en 2012, 2013, 2014, ce n'est pas des chiffres qu'on pouvait comparer. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une baisse de ce nombre de visites-là. Autre lieu, même constat, ce musée situé à Gawa est de moins en moins fréquenté depuis quelques années. Ici, il y a des jours où l'on ne rencontre le moins de visiteurs. La principale raison de cette situation, le difficile contexte sécuritaire. À la création de ce musée, le musée était plus visité par les expatriés. Mais ces dernières années, le musée est plus visité par les nationaux que les expatriés. Voilà, eux-mêmes qui ne viennent plus, parce que comme je l'ai dit, avec le contexte sécuritaire qu'on connaît aujourd'hui au Burkina Faso. Autre obstacle à la bonne marche du tourisme, l'accessibilité des sites. L'accessibilité jusqu'à l'Européenie. Nous n'avons pas de voie. Voilà, pour y arriver à un visiteur qui vient de Gawa, qui veut venir à l'Européenie, l'état de la voie c'est catastrophique. Il faut se débrouiller, je sais pas, avec des véhicules pick-up par exemple. D'autres même qui nous appellent pour demander, pour s'assurer est-ce que la voie est praticable, est-ce qu'ils peuvent venir. Même de Banfora, il y a des touristes qui viennent, mais avec vraiment hésitation, ils nous appellent pour dire est-ce que la voie, l'axe Banfora, l'Européenie, est-ce que ça va? Donc, ouais, tout ça, ça a vraiment un impact sur le tourisme. Le tourisme interne a plus que jamais besoin de souffle, mais cela nécessite une synergie d'action. Le message que nous allons donner, c'est inviter vraiment les autorités à s'intéresser plus aux ruines de l'Européenie et à inviter, organiser aussi des campagnes, des sorties touristiques. Si chaque ministère pouvait organiser des sorties touristiques, ça ferait encore plus de publicité. En attendant, le ministère en charge du tourisme prend des mesures pour booster le tourisme interne. Par exemple, depuis le 1er août dernier, les tarifs hôteliers subissent une baisse de 25%. La mesure prend fin le 30 septembre prochain. Autre actualité, le mouvement du peuple pour le progrès commémore l'an 2 de la disparition de Salifou Diallo à travers une série d'activités. Une plantation d'arbres a lieu dans ce cadre à Ouaïgouya, dans un bosquet qui sera baptisé très prochainement Bosquet Salifou Diallo. Les temps forts de la cérémonie de plantation d'arbres avec Irénée Kaboré et Alidou Alain Sawadougou. Environ 200 plants composés de Nîmes, de baobabs et de caïcédras sont mis en terre en mémoire du feu Dr Salifou Diallo. Ce reboisement entre dans le cadre de la commémoration de l'an 2 du décès de l'ex-président du Mouvement du Peuple pour le Progrès MPP, une initiative bien appréciée par son épouse. Salif était soucieux de la préservation de l'environnement. C'était un de ses combats, notamment quand il a été lui-même ministre de l'Environnement. Et je pense qu'un des meilleurs moyens de lui rendre hommage, c'est de contribuer justement à la préservation de tout l'écosystème et d'un environnement sain pour les générations à venir.
Cette séance de reboisement a réuni les fils et filles d'Yatenga et les militants et sympathisants du MPP. Une occasion pour les organisateurs de les inviter à s'impliquer dans l'entretien de ces bosquets qui sera bientôt baptisé Bosquet Salifou Diallo. Et je suis sûr que tous les enfants du Yatenga vont mettre la main dans la poche ou venir ici travailler pour que ce bosquet puisse être digne du nom de Salifou Diallo. Le liste disparaît à travers ses tournées, à travers ses relations, avait compris que le désert au Yatenga pouvait être stoppé. Donc me retrouver aujourd'hui à ce lieu de Bosquet Salifou Diallo, je pense que on ne fait que retourner ces actions. Pour la survie des plans, le président de la Fédération provinciale du MPP Yatenga a promis un forage sur le site reboisé. Avec une superficie d'environ 3 hectares, ce site a connu un premier reboisement en gomme arabique par Feu Salifou Diallo. Prévention et gestion post-catastrophe au centre d'un atelier national à Ouagadougou sur l'évaluation des besoins post-catastrophe. Une cinquantaine d'experts sont réunis pour la formation qui leur permettra par la suite d'élaborer un programme de réponse approprié. La formation a lieu dans le cadre du projet régional de renforcement des capacités pour un relèvement résilient. Des précisions avec Jean Zongo et Oumou Sissé. Au Burkina, la gestion des besoins post-catastrophe fait l'objet d'une attention accrue depuis les inondations du 1er septembre 2009. Et depuis cette date, le contexte actuel est marqué par une recrudescence des catastrophes naturelles et surtout par une situation sécuritaire fortement dégradée. Fort de ce constat, le relèvement post-catastrophe devient de plus en plus important, d'où la formation des acteurs sur l'évaluation des besoins post-catastrophe. Programme de coopération que nous avons avec le gouvernement du Burkina, et il s'agit de former les acteurs sur les évaluations post-catastrophe, les évaluations des besoins post-catastrophe, en vue de pouvoir monter un programme de réponse qui soit approprié. Donc vous savez que les catastrophes constituent vraiment un problème sérieux au regard des dégâts, au regard des pertes qu'ils génèrent. Aujourd'hui, l'action humanitaire n'est pas seulement de satisfaire un besoin, c'est d'aider la personne au relèvement et d'aider la personne à être autonome. Et ça aussi, c'est des actions que nous devons entreprendre et c'est comment le faire. À cette rencontre de 3 jours, il s'agira de former des acteurs sur une approche harmonisée et standardisée afin d'appuyer les efforts du gouvernement à estimer les besoins après une catastrophe, planifier et mettre en œuvre des stratégies de relèvement visant à reconstruire le capital physique, social et humain des communautés affectées. À l'international, une manifestation massive et sans violence à Hong Kong. Ce dimanche, plus d'1,5 million de personnes, selon les organisateurs, auraient afflué, selon les organisateurs, donc autour et dans le parc Victoria, malgré l'interdiction des autorités chinoises. Les manifestants ont emprunté à pied des voies rapides, ce qui a pour conséquence de perturber le trafic, une mobilisation importante et pacifique surtout. Plus de 120 000 personnes selon la police, 1,7 million selon les organisateurs. Les militants pro-démocratie à Hong Kong ont réussi ce dimanche une de leurs plus grandes manifestations depuis le début de la contestation en juin. Lutter et résister coûte que coûte, résister contre le temps qui passe, contre le temps de la journée, une pluie battante, contre les divisions aussi que le gouvernement central tente d'utiliser à son profit. Les parapluies, symboles de la contestation, étaient bien sûr de sortie. Rassemblés en début d'après-midi dans le parc Victoria, la foule s'est ensuite dirigée vers le quartier d'Admiralty, bravant l'interdiction de la police. Contrastant avec les affrontements de ces derniers jours, cette manifestation a été très largement pacifique. Samedi déjà, des milliers d'enseignants avaient manifesté. Quant aux partisans du gouvernement central, ils s'étaient également réunis dans un parc pour dénoncer le mouvement pro-démocratie et soutenir la police. Alors que le monde a connu en juillet son mois le plus chaud jamais observé, l'Islande dévoile une plaque à la mémoire du premier glacier de l'île disparu sous l'effet du réchauffement, un symbole pour alerter l'opinion. Sigi, le glacier Okiokul.
Une formule que les Islandais ne pensaient pas entendre de leur vivant. Pourtant, ce dimanche, c'est bien une épitaphe qui a été fixée sur ce qui reste du glacier. Quelques mots déposés en présence de la première ministre qui s'intitule « Lettre pour l'avenir ». Car à n'en pas douter, les générations à venir pourraient se rappeler du glacier Okiokul. Une étendue glacée de 50 mètres d'épaisseur qui occupait 16 km². Mais selon un rapport de l'Université d'Islande publié en 2017, sa superficie a été divisée par 30. La glace est aujourd'hui trop fine pour avoir le statut de glacier. Un sort qui pourrait toucher l'ensemble des 400 glaciers islandais d'ici 200 ans, le pays perdant chaque année 11 milliards de tonnes de glace. Et rien ne semble pouvoir être fait pour les sauver. Selon des scientifiques, l'inertie du climat est telle que même en arrêtant de produire des gaz à effet de serre immédiatement, il faudrait 150 à 200 ans pour revenir à l'équilibre. Pour finir, c'est la première parution des quotidiens burkinabés depuis la disparition du Kupiendieli, roi du Goulmou, la semaine dernière. Les journaux reviennent sur cette disparition tout en évoquant le processus de succession au trône du Goulmou. Vincent Tiendrebego nous revient en pleine forme pour la revue de presse. Le soleil s'est couché à l'est. C'est la une de l'Observateur Palga qui annonce la disparition de Kupiendieli, roi du Goulmou. Idrissa Tiombiano, de son nom à l'état civil, s'est éclipsé après 17 ans de règne dans la paix. Le journal retrace le parcours de l'homme, de ses études à ses fonctions administratives et politiques, lui qui est parvenu au trône de Goulmou le 20 décembre 2002 après 8 mois de vacances du pouvoir, rappelle l'Observateur Palga. Le mystère des obsèques et de la succession, écrit Sidouaya pour sa part. Selon le journal, dans la tradition gourmatier, tout un mystère entoure les rites funéraires pour l'ultime voyage de l'empereur, laissant place à une succession au processus complexe. Toutes les familles princières intéressées font parvenir leur candidature au collège électoral qui désigne le futur Numbado ou roi, non sans consulter les ancêtres qui, depuis l'au-delà, ont leur mot à dire. Ce qui pourrait prendre plus de temps que l'on l'imagine, selon les informations recueillies par Sidouaya. À propos, aujourd'hui au Faso ajoute que le processus est le même que chez les autres royaumes au Burkina Faso. 19 lignées royales de Fada sont concernées par la succession et tout prince désireux peut faire acte de candidature auprès du chef coutumier Odano Karma, indique le journal. Mais il faudrait être vraiment bien préparé pour y prétendre. Fin de cette session d'information. Merci de nous avoir suivis.